Alors Otep, bienvenue sur la page de Bertie le Camite, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avancent malgré les vents contraires. En espérant que ce live vous apportera un plus, vie, force, santé à vous. Merci à ceux qui me rejoignent à l'instant. Alors, il y a un débat qui fait souvent, n'est-ce pas, polémique. Dans notre communauté, ça parle beaucoup. J'étais encore sur une page ces derniers temps, j'ai vu notamment des femmes afro qui se plaignaient du fait que nos aînés, les intellectuels africains, n'ont pas montré le bon exemple parce qu'ils se sont mariés euh, aux femmes blanches, du moins aux femmes qui ne leur ressemblaient pas, aux femmes qui ne ressemblaient pas à la majorité, pardon, à la majorité des femmes sur le continent africain. Donc ça fait polémique. Il y a beaucoup qui ne sont pas d'accord, il y a d'autres peut-être d'accord. J'ai envie de donner mon point de vue dessus, sur la question, et surtout j'ai envie de faire le distinguo, parce que j'ai lu même des commentaires, j'ai écouté les différents avis, ça partait dans tous les sens. Avant, oui, c'était nos intellectuels. Maintenant, ce sont nos jeunes enfants, des footballeurs, des grands musiciens. Ils prennent nos millions pour aller nourrir des femmes blanches et tout ça. J'ai envie de parler de ça. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est un sujet assez intéressant. Et j'ai essayé de faire un travail profond là-dessus. Je pense que ce que je propose est quand même intéressant. Parce que j'ai envie de proposer quelque chose qui soit un peu différent. J'ai envie de pousser à regarder autrement, un peu plus loin que cela. D'entrée, j'ai envie de dire que le tout n'est pas qu'une question d'argent. Le tout n'est pas une question, il faut regarder en premier l'amour. Je parle d'abord des femmes blanches, voilà, qui sont sorties ou qui étaient mariées, pour la plupart d'ailleurs, à ces intellectuels africains. La quasi-totalité, mais alors la quasi-totalité de ces femmes, du moins pour celles que j'ai pu consulter, étaient des femmes déjà profondément militantes. C'étaient des femmes engagées dans des causes nobles. La défense des droits de l'homme, c'était des femmes qui militaient dans des partis de défense des droits de l'homme, militantes antiracistes, militants anti-impérialistes. Ce sont des femmes même pour certains. Certaines se sont même appauvries ou du moins ont refusé certains privilèges pour aller vivre leur histoire d'amour avec leur mari noir qu'elles avaient choisi. C'était des gens pour la plupart du temps qui rencontraient leur mari sur les bancs de l'école. C'était la plupart, c'était les étudiants, c'était des femmes intellectuelles, c'était des femmes qui sortaient d'un milieu social quand même assez huppé pour la plupart. C'était des femmes qui avaient fait des études, qui avaient une certaine vision. Plusieurs de ces femmes-là ont aidé les intellectuels africains parfois à corriger leurs livres, parfois même ont proposé des idées, d'autres souvent jouaient les secrétaires, d'autres souvent finançaient. Il y a tellement de choses qui se passent derrière. J'aimerais que ce côté-là également soit pris en compte et qu'on ne continue pas à regarder les autres comme des profiteuses, entre guillemets. Je prends par exemple Madame Agnès Powell, qui n'est rien d'autre que la femme de Henry Sylvester Williams, une femme qui était issue d'une classe quand même assez élevée en Angleterre, qui a fait des très bonnes études, qui était la fille d'un monsieur très haut gradé de l'armée anglaise, qui a refusé tous ses privilèges, qui était en désaccord avec même sa propre famille. Elle est allée en guerre contre sa propre famille pour suivre son mari, qui était Henry Sylvester Williams. Elle a soutenu ce monsieur. Henry Sylvester Williams aujourd'hui fait partie des 5 mousquetaires, donc des 5 personnes qui ont posé les jalons, les bases de ce qu'on appelle aujourd'hui le panafricanisme
à savoir Henri Sylvestre William, Benito Sylvain, Antenor Firmin et autres. Il est devenu d'ailleurs le tout premier avocat noir au barreau de Londres. Il a créé un cabinet, si vous voulez, pour défendre les droits des Noirs qui étaient dépossédés de leurs terres un peu partout en Afrique et notamment au Ghana. Voilà des gens qui se sont battus pour la dignité du peuple noir. Et derrière ces gens, il y avait des femmes blanches qui les accompagnaient, qui se sont sacrifiées, qui ont tout donné pour leur réussite. Ces femmes-là sont à saluer. Donc ce ne sont pas que des profiteuses, parce que j'ai vu certains dans leurs commentaires qui voulaient mettre ces femmes-là au rang, peut-être, qui voulaient comparer ces femmes-là aux femmes aujourd'hui, peut-être des profiteuses dans le domaine du football, ou peut-être des femmes, je vais dire ces blanches-là qui deviennent des femmes de nos jeunes frères qui sont footballeurs ou bien grands musiciens et autres. Ce n'est pas comparable. Ça n'a rien à voir, strictement rien à voir. Et même, je vais faire une petite parenthèse, nos sœurs qu'on dit aujourd'hui, nos frères qu'on dit aujourd'hui, oui, être mariés, ils préfèrent des blanches. C'est quoi cette histoire? Il y a vos sœurs. Je suis bien sûr d'accord. Hein. Je partage cela. Si vous voulez épouser dans la communauté, c'est toujours, je pense que c'est une très bonne chose d'épouser sa sœur. D'ailleurs, nous sommes les seuls peuples au monde avec des dirigeants qui ne montrent pas l'exemple. Il n'est pas possible d'avoir en France une première dame noire. Il n'est pas, je vais dire, peut-être Macron demain prendre une Congolaise, je ne sais pas où, pour épouser. Ça va faire un scandale. Regardez déjà Jean-Luc Mélenchon qui a une femme marocaine, pourtant né et grandi en France, il y a beaucoup qui ne sont pas d'accord. Ah non, je ne peux pas voter Mélenchon qui ira au palais avec une arabe, avec une beurette. Ils n'en veulent pas. Donc imaginez dans des pays comme la Chine, première dame de Chine, une femme noire. Première dame du Japon, une noire. Mais pourtant, en Afrique, on a des premières dames qui sont blanches, premières dames qui sont arabes, premières dames qui sont, voilà, de toutes. Parce que nos élites, là, pour la plupart du temps, ils ont étudié en Europe, ils ont rencontré leurs femmes sur les bancs ici, et ils sont rentrés en Afrique fonder des familles, ils ont pris des postes de responsabilité, etc. Je vous ai dit ici que oui, même ces joueurs de foot, si on veut bien voir, la plupart ne sont pas des gens qui rencontrent leurs femmes comme ça du jour au lendemain. Ils épousent leurs petites copines, peut-être ils ont été dans des quartiers ensemble. Même si dans les quartiers, il y a plus de chances de rencontrer la jeune beurette, nos sœurs black et autres. Et après, quand ils réussissent, je vais dire, leur carrière de footballeur, ils signent dans des grands clubs et autres. Ils rencontrent peut-être des femmes blanches, je ne sais pas si c'est un fantasme, ou bon, une façon de montrer qu'on a réussi sa vie, il faut avoir une blanche à côté. Ça fait un peu trop. Mais seulement, je ne veux pas qu'on confonde tout. Il y a des femmes qui sont là par conviction. Il y a ces femmes-là qui sont là parce qu'elles aiment vraiment. Vous allez prendre la plupart de ces joueurs de l'équipe de France, commençant par la France où nous vivons, où je vis par exemple. Vous avez la plupart de ces gars, ils ont rencontré leurs femmes. Ils étaient encore tout jeunes, ils étaient gamins. Ils ont grandi ensemble. Ces femmes blanches, comme vous aimez bien dire, je parle ici à mes sœurs africaines, hein, elles savent aussi cibler, elles savent aussi aller parler, elles savent s'exprimer. Quand elles ressentent peut-être, je ne sais pas, de l'amour, je ne sais pas, pour nos frères, elles savent, et surtout, elles ne ciblent pas n'importe lequel, elles ciblent, je vais dire, la bonne graine, l'élite, elles ciblent, voilà. Si on peut dire les plus riches, les plus talentueux, les plus beaux, les plus grands parmi nous. Voilà. Elles savent se rapprocher. Si elle aime un mec black, elle sait par quel moyen l'atteindre pour lui dire, bah voilà, tu me plais. Elle sait se positionner, elles savent se positionner. Contrairement à nos sœurs qui pensent aujourd'hui, en 2022, que faire des avances à un mec, ah non, 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 ça ne fait pas partie de notre culture, ah non, 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 j'aime pas ce genre de choses. Elles savent se positionner, elles savent se mettre en valeur, elles savent se mettre en exergue. Peut-être qu'elles arrivent, dites-vous plutôt quelque part que elles arrivent à réussir, elles réussissent quelque part où vous avez échoué. Ce n'est pas forcément parce que ces mecs-là n'aiment pas des femmes black ou qui sont méchants tout simplement. Dites-vous que quelque part,
vous avez eu quand même une petite responsabilité. Mais bon, c'est pas ce qui m'intéresse. Je voulais pas parler des femmes de footballeurs, parce que ça fait tout le temps débat. Les femmes de musiciens black et tout ça, ça fait débat. C'est pas ce qui m'intéresse. J'ai envie de parler des femmes des élites, des grands intellectuels africains, qui étaient européennes pour la plupart. Donc, j'ai parlé de la première, qui était Agnès Powell, la femme de Henry Sylvester Williams. J'ai repéré une deuxième, l'une des plus grandes d'ailleurs, Louise Maryse Diop Maes, qui est enterrée où? Elle est enterrée au Sénégal, auprès de son mari, Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop, sa femme était également professeure, elle était géographe, historienne. Elle a d'ailleurs produit une œuvre monumentale sur l'Afrique. Je vous invite à taper Louise Maryse Diop Maes sur Google ou bien sur Amazon, vous aurez ses bouquins. Elle a travaillé sur les razzias négrières, elle a travaillé sur l'histoire de l'Afrique, et même d'ailleurs, elle a fait des propositions très intéressantes parce que elle a fait son travail, ça reste l'un des plus crédibles jusqu'à aujourd'hui sur les razzias négrières, notamment les chiffres des Noirs qui ont été déportés. Elle a travaillé sur tellement de choses en ce qui concerne le peuple noir. Elle a redonné la dignité au peuple noir. Auprès de son mari, elle a écrit plusieurs ouvrages. Elle accompagnait son mari dans cette lourde tâche. Elle faisait également des corrections. C'était une femme profondément militante. Pareil que la première, Agnès Powell. Profondément militante. Militant antiraciste. Militant anti-impérialiste. Elle s'est battue tous les jours de sa vie. Je crois qu'elle a fait 4 enfants avec Cheikh Anta Diop. Elle s'est battue toute sa vie auprès de Cheikh Anta Diop. Et elle a dit, quand je vais mourir, je serai enterré auprès de mon mari. Elle a tout sacrifié pour être auprès de son mari. Et elle a enterré où? Elle a enterré en Afrique. Donc remarquez que tout ça, remarquez tous ces points. Profondément militante. Mariée vraiment par amour. Rien à voir avec les jouisseuses, hein, les femmes de footballeurs qu'on voit aujourd'hui. On insulte ton mari, nègre, dans un terrain de football, et tu n'es même pas capable de faire ne serait-ce qu'un message pour dénoncer. Remarquez quelque chose. 90% de ces footballeurs noirs qui ont des femmes, qui ont des blanches, quand ils sont attaqués, victimes de racisme, demandez-vous toujours quelle est la réaction, quelles sont les réactions de leurs femmes ou bien même de leur belle famille qui mangent tous ces millions. Jamais. Pas de message de compassion. La plupart du temps, chut, elles disent rien. Ça n'a rien à voir avec les femmes, les femmes des intellectuels africains qui étaient des militantes, des femmes pour certaines qui ont dû tout sacrifier pour être avec leur mari et autres. Donc, j'étais en train de vous parler de la deuxième qui s'appelle Louise Maryse Diop Maes, enterrée au Sénégal. Consultez ses œuvres pour voir ce qu'elle a apporté à l'Afrique. Combien de ces femmes-là qui gueulent, on est black power, power girl et autres qui gueulent aujourd'hui, ont apporté autant. Combien de ces femmes ont pu contribuer? D'ailleurs, pour beaucoup, leur réussite sociale est plutôt une force, un argument pour écraser, appuyer, rabaisser, humilier l'homme noir en permanence. Leur réussite, ce n'est pas pour elles, pas pour se faire plaisir, mais pour montrer qu'on a réussi là où peut-être certains hommes ont échoué. On se sert de la réussite pour écraser et rabaisser les hommes noirs. Il faut revoir certaines choses. Je vais vous parler de la troisième. Fathia Nkrumah. Fathia Nkrumah, c'est une femme copte, épouse de l'ancien président, père de l'indépendance du Ghana, Francis Osadjefo Nkrumah. C'est une dame qui a encore une fois tout sacrifié. Elle a enterré où? Au Ghana. Elle était militante anti-impérialiste, militante anti-colonialiste. Elle s'est battue, elle a fait des petits boulots pour soutenir son mari. Sa propre mère lui a dit, je ne suis pas d'accord pour ce mariage. Elle a dit à sa mère, c'est l'homme de ma vie. Je l'ai choisi et j'irai me marier avec lui. Sa mère a dit, je ne te donne pas la bénédiction. Elle a dit, il n'y a pas de souci, c'est l'homme que j'ai choisi, c'est l'homme de ma vie. Fathia Nkrumah, une égyptienne copte.
Elle est enterrée où? Au Ghana. Elle a eu des enfants avec Nkrumah. Je vais prendre une autre. Nadine Bono. Nadine Bono ici, c'est qui? Nadine Bono, c'est la femme de Outel Bono. Outel Bono ici, c'était l'un des brillants intellectuels du Tchad. Outel Bono, c'était un militant qui s'est battu pour le respect des droits de l'homme au Tchad, l'indépendance du Tchad et tout ça. Il s'est beaucoup battu. C'était un médecin. Il y a notamment un chapitre très intéressant sur lui quand vous lisez l'œuvre de François-Xavier Verschaff, intitulé Le plus long scandale de la République. Pardon. L'œuvre de François-Xavier Verschaff. France-Afrique, le plus long scandale de la République et tout. Vous regardez, il y a un chapitre très intéressant. Je l'ai lu il y a quelques années. Voilà. C'est intitulé L'intraitable Outel Bono. Allez lire. Cherchez à comprendre qui était Outel Bono. Outel Bono avec une brillante femme qui était là et qui a été là dans les étapes les plus difficiles, dans les bons et les mauvais moments de sa vie. Elle aussi, profondément militante, anti-impérialiste. Elle s'est battue pour les droits de l'homme. Même quand son mari a été assassiné ici, en France, notamment à Paris, elle s'est battue jusqu'à porter l'affaire, ce pourvoi en cassation, pour que justice soit faite sur la mort de son mari, monsieur Outel Bono. Parce que le système, évidemment, puisque la France était complice de ce crime, d'ailleurs c'était les auteurs du crime, ils ont tout fait pour masquer, et la femme s'est battue. Elle a dit, tant que je n'obtiens pas justice, elle s'est battue tous les jours. Une autre femme, elle serait partie. Elle serait partie, elle était de Castel-Sarrazin, une brillante dame qui s'est battue. Voilà, je vous parlais de Nadine Bono. Une autre très grande, qui concerne cette fois-ci mon pays d'origine, le Cameroun, c'est la femme du plus grand, peut-être, hein, je crois que ça doit être le plus grand intellectuel du Cameroun. Alexandre Bihidi Awala, plus connu sous le nom de Mongo Betty. Sa femme, Odile Topner de son vrai nom, elle était la femme de, elle s'appelait Odile Bihidi, qui a porté le nom de son mari. Elle a été présidente de l'association Survie. C'est une association qui est là depuis beaucoup d'années, beaucoup de décennies, pratiquement je crois 40 ans. C'est une association qui se bat pour les droits de l'homme, droits des Africains, parce que notamment le sujet de prédilection c'est quoi? C'est la France-Afrique. C'est pourtant un parti, une association créée ici, qui défend les droits des Africains. Il y a beaucoup d'articles qu'ils ont produits, j'en ai lu pas mal, et ils se battent encore jusqu'aujourd'hui contre cette France-Afrique-là, qui crée des bases militaires partout, qui maintient des chefs d'État, dictateurs, contre le franc CFA et tout ça. C'est une association qui se bat pour la cause des Noirs. Elle était présidente de cette association, Odile Topner. Avant elle, il y avait eu François-Xavier Verschaff, dont je vous parlais, qui était aussi président de cette association, les Jean Carbona et autres. Odile Topner, elle était aussi professeure agrégée, elle a fait beaucoup d'études, elle corrigeait les bouquins de son mari, elle a accompagné son mari dans les étapes les plus difficiles de sa vie, elle a toujours été là pour Mongo Betty. Elle a également des publications, elle s'est battue auprès de son mari. Elle est encore en vie, elle a créé avec son mari l'association la librairie des peuples noirs. Elle vit au Cameroun. Tous ces gens-là vivent en Afrique. Quand elles meurent, elles sont enterrées en Afrique auprès de leur mari qu'elles ont choisi. Fidélité jusqu'à la gare, comme on dit. Rien à voir avec certains qui sont là pour les intérêts. Après, dès que ça ne marche plus, poudre d'escampette, on s'en va.
Ou alors on demande un divorce et puis on prend une partie de l'argent. C'est des gens qui ont été là, qui ont soutenu ces gens quand ils étaient dans des périodes difficiles, qui ont été là dans les bons et les mauvais moments. Ils se sont aimés, ils se sont mis ensemble par amour. Et généralement, comme c'était des très grands intellectuels, ils avaient du mal avec des femmes qui n'avaient pas peut-être leur niveau, avec qui ils ne pouvaient pas tenir un certain nombre de débats. Donc généralement, ils avaient aussi des femmes à un niveau, avec un niveau très très poussé. Ce qui fait que ces femmes-là, souvent, corrigeaient leurs livres. Il y a des livres, des romans et tout ce succès que vous voyez. Il y a également les femmes de ces intellectuels-là qui sont derrière. Soit qui jouaient les secrétaires, soit qui ont corrigé, soit qui ont donné des idées. Elles ont contribué. Je vous parlais donc de Odile Topner. Maintenant, je vous parle d'une autre qui est d'ailleurs née au Cameroun. C'est une blanche française au nom de Ndike Bergeret, que tout le monde connaît. Donc, c'est la blanche française qui parle parfaitement le Banganté. Elle parle parfaitement le Mojumba. C'est la fille d'un missionnaire. Elle est née au Cameroun. Elle a grandi au Cameroun. Elle est venue en France à ses 13 ans. Elle s'est mariée. Elle a mené la vie vraiment, voilà, à la française et tout. Elle était mariée en France. Après, elle a perdu son mari. Je crois qu'elle n'a pas beaucoup supporté. Elle n'a pas aimé la vie qu'elle menait forcément. Elle n'a pas aimé, si vous voulez, la vie française. Il y avait ce manque-là de l'Afrique qu'il appelait à chaque fois. Elle a dit, je retourne chez moi. Elle est rentrée à Banganté. C'est son pays, le Cameroun. Elle a un seul passeport camerounais. Le Camerounais né grandi au Cameroun. Son mari, qui avait fait également beaucoup d'études et tout, elle s'est adaptée. C'est une dame aujourd'hui qui a publié beaucoup d'ouvrages qui parlent du Cameroun, qui parlent des traditions du Cameroun, qui parlent des langues du Cameroun, du savoir-vivre, de la vision du monde africaine. Elle a beaucoup contribué à ce niveau. Elle donne d'ailleurs beaucoup de conférences. Elle est passée sur plusieurs chaînes de télévision au Cameroun. Son mari avait, je crois, une vingtaine d'épouses, si ce n'est une trentaine ou une quarantaine. Elle a accepté, pourtant, pour une blanche, c'est assez spécial. Elle a accepté de se mettre en couple avec son mari qui était le roi de Banganté. Elle a connu ce qu'on appelle la polygamie. Elle a fait 2 enfants avec. Elle vit au Cameroun. Elle a participé, elle a contribué activement à l'essor, au progrès de son mari, de la société, et même du Cameroun, même de l'Afrique. Elle y vit encore. Elle contribue tous les jours. Les gens viennent la rencontrer pour des ceci, pour cela. Elle est toujours disponible. Elle donne des conférences, elle prodigue des conseils à gauche, à droite. Elle maîtrise parfaitement la langue. Elle est également militante. Je l'ai dit, elle est née, elle vit toujours au Cameroun. Donc, il y a beaucoup d'amour derrière. Ça n'a rien à voir avec le monde du showbiz, du bling-bling, de musiciens, de footballeurs et tout ça. Ça n'a rien à voir. Il faut respecter ces femmes qui étaient derrière nos grands hommes. Même si elles n'étaient pas noires, on aurait souhaité qu'elles soient peut-être camerounaises, congolaises, je ne sais pas. Il y en a, hein. Les Pascal Lissouba ont épousé des femmes noires. Pascal Lissouba, sa femme, elle est de la Guadeloupe. Seda Senghor. Senghor également, même s'il y avait ce côté de lui, il avait épousé une femme blanche. Senghor également a épousé une femme noire. Sa femme était, elle s'appelait quoi encore Senghor, il a épousé une femme noire. Elle s'appelait Ginette. Ginette Eboué. Voilà, c'était la fille. Ginette Eboué, c'était la fille d'Eboué. Hein? Il y a des exemples. Il y a des exemples. Sauf que je n'ai pas travaillé sur ce côté-là. Peut-être que je ferai une autre vidéo la prochaine fois. Mais pour aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de ces femmes blanches qui étaient derrière le succès de tous ces grands hommes. J'étais en train de parler de Claude Bergeret Ndike. Elle est au Cameroun. Beaucoup connaissent cette femme. Je vais vous parler d'une autre, Edna Clark, qui était la femme de Jomo Kenyatta, l'ancien président du Kenya et père de l'indépendance du pays. Il a fait ses études en Angleterre
Et lors de ses études, notamment, il y avait la guerre à cette époque, il a rencontré la dame, Edna Clark, avec qui il a noué une relation. Et il est rentré en Afrique avec elle. Il était déjà marié à une femme kenyane, mais il n'a pas hésité à la prendre. Il est rentré en Afrique avec elle. Il a fait un enfant d'ailleurs, qui est aujourd'hui un papa, Peter, avec qui elle a fait un enfant. Elle a donné un enfant à Jomo Kenyatta. Elle a contribué à son essor intellectuel. C'est une femme qui était au four et au moulin pour le soutenir. Il avait également une autre femme. C'est une femme qui a vécu longtemps en Afrique. Elle était profondément contre les injustices. Elle était militante. Vous allez toujours voir qu'il y a ce lien-là. Militante anti-impérialiste, militant anti-colonialiste, militant pour la cause noire, pour le droit des hommes. C'était des femmes qui avaient beaucoup de convictions. C'était des femmes, pour la plupart, femmes intellectuelles. C'était des femmes qui étaient là par conviction, par amour. Ce n'étaient pas des jouisseuses qui aujourd'hui montrent des ongles, des cheveux de cadavres indiens et brésiliens. Je ne sais pas, des femmes qui sont là, juste voilà, pour des flambeuses, comme il y en a partout. On se dénude, on fait n'importe quoi, tatouage, piercing, on fait des photos, on se joue les stars et autres. Je tiens, voilà, à ce qu'il y ait une différence et beaucoup de respect pour ces dames-là, qui parfois se sont sacrifiées. C'était des femmes qui étaient derrière, mais qui ont beaucoup apporté. Voilà. Donc, il y a également une autre, Dorothy Pizer, qui était la femme de George Patmore. George Patmore, qui était un militant anti-impérialiste, l'une des figures les plus marquantes du panafricanisme avec les Richard White. Il a vécu au Ghana pendant très longtemps. Il est d'ailleurs mort au Ghana, enterré au Ghana. George Patmore était là-bas à la même époque avec les Francis Nkrumah. Il a d'ailleurs écrit des bouquins. Richard White également a écrit des bouquins. C'était des conseillers de Nkrumah à la même époque avec les Stokely Carmichael. C'est des gens qui se sont installés en Afrique. Ils vivaient là-bas. Ils aimaient cette vie-là. Il y a beaucoup comme ça. Donc, je vous parle là de Dorothy Pizer. On va prendre une autre encore, Fanon, Josie Fanon, la femme de Frantz Fanon, qui a vécu en Algérie, qui était un Martiniquais, qui était directeur de l'hôpital de Blida, un psychologue, qui était envoyé normalement pour maltraiter, qui est arrivé, qui a appris l'arabe et le berbère en 8 mois. Et après les 8 mois, il s'est vraiment très bien intégré. Il aimait les populations, il aimait son métier. Il a été le porte-parole du Front de Libération Nationale et tout. Mais derrière ça, il y avait une très grande dame, Josie Fanon, qui a travaillé. Ce n'était pas une noire, c'était une blanche, c'était des pieds noirs d'Algérie. Elle a travaillé dur. C'était une journaliste. Encore, ça revient. Une intellectuelle, une militante. Elle a travaillé pour ce qu'on appelle aujourd'hui Jeune Afrique, qui à l'époque ne s'appelait pas Jeune Afrique. Elle a travaillé, était profondément militante. Elle était dévouée à son mari. Il y a beaucoup comme ça. Je vous ai pris peut-être 8, 7, 8 noms comme ça. Et parfois, pendant que je fais le live, il y a d'autres noms peut-être qui me viennent. Il est important de faire, n'est-ce pas, la différence avec... je ne suis pas en train de justifier quoi que ce soit. Je ne suis pas en train de dire que non, ils avaient raison d'épouser des femmes blanches. Non, je ne suis pas là pour dire ça. Non. Ce qui m'intéresse ici, c'est de passer un message. Et surtout de vous faire connaître ces figures qui étaient cachées derrière le succès de nos grands hommes intellectuels. Les grands intellectuels du monde noir. Il y en a encore peut-être beaucoup plus aux États-Unis, peut-être. Il y en a ailleurs, mais j'ai fait déjà, disons, une première liste comme ça. Et peut-être je reviendrai une autre fois. J'espère que la vidéo vous a intéressé. Je tenais à faire ça vraiment au maximum 30 minutes parce que j'étais dans un live tout à l'heure et les gens... J'ai proposé, après j'ai dit non, si je fais ça, ça va faire un mélange. Je préfère me préparer et faire un direct carré, peut-être de 30 minutes maximum, où je vais expliquer un certain nombre de choses. Donc, si vous sortez d'ici et vous connaissez désormais, après mon live, je vais dire, qui est Madame Odile Topner,
qui est Dorothy Pizer, qui est Josie Fanon, qui est Agnès Powell, qui est Nadine Bono, qui est voilà, Ndike Bergeret, qui est Fatia Nkrumah, qui est Louise Maryse Diop Maes. Voilà, si vous avez ces connaissances-là, voilà. Ce sont des femmes également qui se sont dévouées, des femmes dévouées qui se sont vraiment battues pour la bonne cause. C'est des femmes également que vous pourrez faire connaître à vos enfants. Parce que moi, quand je fais des lives, je ne fais pas juste pour faire. Je me bats toujours à vous apporter des informations. Je me bats toujours pour vous mettre sur des pistes. De telle sorte qu'après un live ou une petite vidéo, que vous ayez appris peut-être un petit truc. Je parle ici de ceux peut-être qui viennent, qui veulent apprendre. Je ne parle pas de vous qui connaissez déjà. Parce qu'il y a des gens dans mes lives, peut-être qui sont très intelligents, peut-être même plus cultivés, plus formés que moi. Il y en a peut-être qui n'ont pas encore ces connaissances et qui en demandent. Voilà mon devoir, voilà mon travail. Donc, vous pouvez également transmettre à vos enfants, faire connaître ces figures. J'ai d'ailleurs fait tout le travail que vous voyez. C'est ça, c'est toujours le fruit de mon travail. Le t-shirt que vous voyez. Donc, le design et tout, c'est fait par une sœur qui est designer. Mais tout ce que vous voyez là, les noms, ça c'est mon travail, ça. Donc, les figures masculines, noires, les plus grandes figures. De Barack Obama, de Marcus Garvey, de Benito Sylvain, Simon Kimbangu, Haile Selassie, Jesse Owen, tout, voilà, vous avez, vous voyez, les Granville Woods, tous les plus grands, les plus grands, les plus grands, hein, les plus grands là, vous avez les noms là. Ce n'est pas un hasard, c'est fait exprès, c'est-à-dire que pour quelqu'un qui achète le t-shirt par curiosité, s'il veut connaître les plus grandes figures noires de l'histoire du peuple noir, déjà à partir du t-shirt, tu as un travail. Et là, ça c'est la version masculine, avec les cornes comme vous voyez, tout ça. Vous voyez le masque? Vous voyez bien? J'ai un autre qui est avec une couronne, version féminine. Vous avez là encore, c'est le fruit de mon travail, les plus grandes figures du monde noir, les figures féminines ici du monde noir. Vous voyez? Vous aurez de Harriet Tubman, vous aurez Harriet Tubman, aux États-Unis, il y en a beaucoup. Vous allez venir en Afrique, les Nyanda Nyakasikana, vous aurez la reine Poku, vous aurez Candace Amanirenas. Il y a beaucoup, hein? Vous aurez tous ces noms-là. J'ai fait tout un travail dessus pour faire connaître, justement. Donc voilà mon travail. Je ne suis pas un activiste comme les autres. Moi, mon souci d'abord, c'est au niveau de la sensibilisation, c'est au niveau de la transmission du savoir. Voilà, merci à ceux qui ont pris le temps de regarder le live. J'espère que ça vous a plu. Partagez-le massivement. C'était votre frère Bertie Le Kamite, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avancent malgré les vents contraires. En espérant que ça vous a plu. Vie, force, santé à vous. Au TEP, c'était votre frère Bertie Le Kamite.